Derrière chaque personne qui rejette l'amour se cache un secret douloureux. Ces personnes à l'attachement évitant qui disent non aux invitations, qui évitent les conversations profondes, qui gardent leur distance même avec ceux qu'ils aiment, on les croit forts, indépendants, peut-être même un peu égoïstes. Mais la vérité est tout autre. Les évitants ne rejettent pas les autres par méchanceté ou par indifférence. Ils le font par survie. Sauf que chaque fois qu'ils rejettent quelqu'un, ils se rejettent eux-mêmes. Le rejet, pour eux, c'est comme prendre un médicament amer. Ça soulage la peur sur le moment, mais ça empoisonne tout le reste. Ils rejettent les invitations pour éviter l'intimité. Ils rejettent les conversations profondes pour éviter la vulnérabilité. Ils rejettent l'amour pour éviter la déception. Et à chaque fois, ils pensent gagner en sécurité. Mais en réalité, ils perdent un peu plus d'eux-mêmes. Parce que rejeter constamment ce dont on a besoin, c'est s'habituer à vivre avec moins. C'est s'entraîner à ne pas mériter l'amour. C'est se convaincre que la solitude est plus sûre que la connexion. Et au final, les évitants deviennent prisonniers de leur propre stratégie de protection. La tragédie de l'attachement évitant, c'est que ce mécanisme censé les protéger devient leur plus grande source de souffrance. Ils développent une expertise douloureuse, celle de transformer chaque opportunité de bonheur en occasion de fuite. Aujourd'hui, nous allons voir comment chaque rejet les blesse en silence. Comment leur mécanisme de défense devient leur plus grande source de souffrance. Et pourquoi ceux qui semblent le mieux se protéger sont souvent ceux qui se font le plus mal. La première blessure silencieuse des évitants vient de tous ces noms qu'ils prononcent. Non à l'invitation au dîner, non à la sortie entre amis, non au week-end ensemble, non à la soirée où ils pourraient rencontrer quelqu'un de bien, non au voyage de groupe, non à la fête d'anniversaire. Chaque refus est accompagné d'une petite voix intérieure qui leur dit « tu passes à côté de quelque chose d'important ». Mais ils rejettent quand même, parce que l'idée d'être en groupe, d'être observé, d'être potentiellement jugé ou de devoir créer des liens plus profonds déclenche leur système d'alarme interne. Il est plus sûr de rester chez soi, plus prévisible, plus contrôlable. Sauf que rester chez soi un vendredi soir pendant que leurs amis vivent des moments ensemble, ça fait mal. Voir les photos sur les réseaux sociaux de la soirée qu'ils ont refusée, ça crée un sentiment de vide. Entendre le lundi matin les anecdotes du week-end qu'ils ont ratées, ça réveille une douleur sourde. Les évitants deviennent spectateurs de la vie sociale de leurs propres amis. Ils regardent depuis la marge ces connexions qu'ils auraient pu créer, ces rires qu'ils auraient pu partager, ces souvenirs qu'ils auraient pu construire. Et petit à petit, les invitations se raréfient. Les amis arrêtent de proposer. Non pas par méchanceté, mais par lassitude. Pourquoi continuer à inviter quelqu'un qui dit toujours non? C'est là que le rejet se retourne contre eux. Les évitants se retrouvent face à une réalité amère. Ils ont obtenu exactement ce qu'ils pensaient vouloir, la paix, la distance, l'absence de complications sociales. Mais cette paix ressemble étrangement à de l'isolement. Ils regardent leur téléphone qui ne sonne plus, leur agenda vide, leurs soirées qui se ressemblent toutes. Et ils réalisent qu'en évitant les autres, ils se sont évités eux-mêmes la possibilité d'être heureux. La solitude choisie devient solitude subie. Cette contradiction interne les ronge. Ils sont coincés entre leur besoin de connexion et leur peur de l'intimité, entre leur désir d'appartenir et leur terreur d'être vulnérables. Le rejet social qu'ils pratiquent se retourne contre eux sous forme de rejet social qu'ils subissent, et cela fait bien plus mal que l'inconfort qu'ils cherchaient à éviter. Puis vient le moment où quelqu'un essaye vraiment de les connaître, et c'est là que la blessure devient plus profonde. Quand une personne leur pose des questions personnelles, partage ses propres vulnérabilités ou simplement montre qu'elle tient à eux, les évitants paniquent. Leur première réaction est de créer de la distance. Ils changent de sujet avec une habileté déconcertante. Ils font de l'humour pour détendre l'atmosphère et éviter la profondeur. Ils donnent des réponses superficielles à des questions profondes. Ils reportent la conversation à plus tard, en espérant qu'elle n'aura jamais lieu. Mais à l'intérieur, quelque chose crie. Une partie d'eux a désespérément envie de répondre à cette main tendue, de dire enfin ce qu'ils ressentent vraiment, de laisser tomber les masques et d'être authentiques pour une fois, de partager leurs peurs, leurs rêves, leurs blessures secrètes. Sauf qu'ils ne peuvent pas. Leur mécanisme de protection est plus fort que leur désir de connexion. C'est comme si une alarme se déclenchait dans leur tête. Danger, trop proche, recul, exclamation marque.
Et ils obéissent à cette alarme, même si ça leur fait mal. Ce qui se passe alors est déchirant à observer. Ils voient la déception dans les yeux de l'autre. Ils voient le moment précis où la personne comprend qu'elle ne pourra pas les atteindre. Ils voient cette distance qui se crée, cette résignation qui s'installe, cette lumière qui s'éteint dans le regard de l'autre. Les évitants deviennent experts dans l'art de reconnaître ce moment. Ils l'ont vu tant de fois, dans les yeux de leurs parents qui ont fini par arrêter d'essayer, dans le regard de leurs amis qui se sont résignés à rester en surface, dans les larmes de leurs partenaires qui ont abandonné l'espoir de les connaître vraiment. Et chaque fois, quelque chose se brise en eux, parce qu'ils ne sont pas aveugles. Ils voient l'amour qu'on leur offre, ils perçoivent la sincérité des gens qui veulent les comprendre, ils ressentent même cette envie de s'ouvrir, mais ils ne peuvent pas franchir ce mur qu'ils ont construit pour se protéger. Les évitants perdent régulièrement des relations qui auraient pu être importantes. Ils regardent les gens s'éloigner d'eux, non pas par méchanceté, mais par épuisement, par lassitude de se heurter constamment à ce mur invisible. Et ils ne peuvent en vouloir à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Cette forme de rejet leur fait mal d'une façon particulière. C'est la douleur de savoir qu'on sabote ses propres chances d'être aimé. C'est la souffrance de regarder l'amour s'éloigner en sachant qu'on aurait pu le retenir. Et puis, il y a l'amour. Cette chose terrifiante et magnifique que les évitants désirent et fuient à la fois. Quand quelqu'un tombe amoureux d'eux, quand quelqu'un veut construire quelque chose de sérieux, leur réaction instinctive est la fuite. Pas forcément physique, mais émotionnelle. Ils deviennent distants du jour au lendemain. Ils remettent en question la relation sans raison valable. Ils trouvent des défauts là où il n'y en a pas. Ils sabotent ce qui pourrait être beau avec une précision chirurgicale. Et chaque sabotage leur arrache un morceau du cœur. Parce qu'ils ne sont pas aveugles, ils voient la beauté de ce qu'on leur offre. Ils voient l'amour sincère dans les yeux de l'autre. Ils ressentent même cet amour en retour, cette envie de se laisser aller, de faire confiance. Mais ils le rejettent quand même. L'amour, pour les évitants, représente le danger ultime. C'est la vulnérabilité absolue. C'est donner à quelqu'un le pouvoir de les détruire, et ils préfèrent détruire eux-mêmes plutôt que de prendre ce risque. Alors ils utilisent toutes les stratégies qu'ils connaissent. Ils deviennent critiques, pointilleux, impossibles à satisfaire. Ils créent des disputes pour justifier leurs besoins de distance. Ils mettent en avant leur indépendance comme un bouclier, mais au fond d'eux, ils souffrent atrocement. Combien de fois les évitants ont-ils regardé quelqu'un partir en sachant qu'il laissait filer l'amour de leur vie? Combien de fois se sont-ils réveillés en regrettant d'avoir choisi la peur plutôt que l'amour? Ils accumulent les relations avortées, les « et si », swingent les regrets qui pèsent lourd dans la poitrine. Ils deviennent des experts dans l'art de transformer l'amour en souffrance, pas pour l'autre, mais pour eux-mêmes. Le plus cruel, c'est qu'ils continuent de croire qu'ils se protègent, alors qu'en réalité, ils s'infligent une douleur bien pire que celle qu'ils cherchent à éviter. Rejeter l'amour quand on en a besoin, c'est se condamner à une forme de famine émotionnelle. Et cette famine-là fait plus mal que n'importe quelle rupture, parce qu'elle est auto-infligée, parce qu'on sait qu'on aurait pu éviter cette souffrance en choisissant le courage plutôt que la peur. Les évitants développent une relation toxique avec l'amour. Ils le cherchent et le fuient simultanément. Ils en rêvent et le craignent à parts égales. Cette ambivalence permanente les épuise et les fait souffrir en silence. Car comment expliquer à quelqu'un qu'on a peur de ce qu'on désire le plus? Comment avouer qu'on détruit ses propres chances de bonheur par lâcheté? Cette souffrance reste secrète, enfouie, inavouable. Et c'est peut-être ce qui la rend si douloureuse. Les évitants portent en eux une collection de regrets qu'ils ne partagent jamais. Le regret de n'avoir pas dit oui à cette invitation qui aurait pu changer leur vie. Le regret de n'avoir pas ouvert leur cœur à cette personne qui les comprenait vraiment. Le regret d'avoir laissé partir quelqu'un d'important par peur. Le regret de tous ces moments de grâce qu'ils ont refusés. Ces regrets s'accumulent comme des pierres dans un sac. Chaque rejet ajoute une pierre. Chaque occasion manquée alourdit le fardeau. Et avec le temps, ce poids devient difficile à porter. Il suit les évitants partout, leur rappelant constamment tout ce qu'ils ont gâché. Ils regardent autour d'eux et voient des gens qui ont osé prendre des risques.
Des amis qui ont construit de belles relations malgré les obstacles, des couples qui se sont trouvés malgré leur vulnérabilité, des personnes qui semblent naturellement douées pour l'intimité. Et ils se demandent « Et si j'avais été courageux? Et si j'avais dit oui? Et si j'avais laissé tomber mes défenses ?» Ces questions les hantent, surtout dans les moments de solitude. Elles résonnent dans le silence de leurs appartements vides, dans la froideur de leurs lits qu'ils n'ont jamais voulu partager, dans l'écho de leurs conversations superficielles. Mais il est trop tard pour changer le passé. Il ne reste que le poids du regret et la certitude d'avoir gâché des opportunités précieuses. Des opportunités qui ne se représenteront peut-être jamais. Le plus douloureux dans tout ça, c'est qu'ils savent que c'était leur choix. Personne ne les a forcés à rejeter. Personne ne leur a interdit d'aimer. Personne ne leur a imposé cette solitude. Ils se sont rejetés eux-mêmes et maintenant ils doivent vivre avec les conséquences de ces choix, avec le vide laissé par toutes ces connexions qu'ils ont refusées, avec la solitude qu'ils ont créée de leurs propres mains, avec l'amour qu'ils ont repoussé par peur. Les évitants développent une forme particulière de mélancolie. Ce n'est pas la tristesse de ceux qui ont perdu quelque chose, c'est la mélancolie de ceux qui ont refusé de gagner quelque chose. Ils peuvent passer des heures à imaginer ce qu'aurait été leur vie s'ils avaient fait des choix différents, s'ils avaient eu le courage d'aimer, s'ils avaient accepté d'être vulnérables, s'ils avaient dit « oui » au lieu de « non ». Cette forme de souffrance est particulièrement cruelle parce qu'elle vient de l'intérieur. On ne peut pas s'en prendre à quelqu'un d'autre. On ne peut que constater les dégâts et espérer qu'il n'est pas trop tard pour changer. Mais changer demande exactement ce qui leur manque le plus, le courage de prendre des risques émotionnels. Au final, les évitants se retrouvent dans une solitude qu'ils ont eux-mêmes construite, brique par brique, rejet par rejet. Cette solitude a un goût particulier. Ce n'est pas la solitude subie des gens qui cherchent l'amour sans le trouver. Ce n'est pas la solitude temporaire de ceux qui traversent une mauvaise passe. C'est la solitude choisie de ceux qui l'ont trouvée mais qui l'ont repoussée. Et cette différence change tout. Quand on subit la solitude, on peut espérer que ça va changer. On peut chercher des solutions, faire des efforts, garder l'espoir. Quand on l'a créé, on sait qu'on est responsable de son propre malheur. Et cette responsabilité pèse lourd. Les évitants passent leur soirée dans le silence qu'ils ont voulu. Ils mangent seuls à la table qu'ils ont préférée vide. Ils se couchent dans un lit qu'ils ont choisi de ne pas partager. Ils regardent la télé sans personne avec qui commenter. Et parfois, dans ces moments de solitude absolue, ils entendent les échos de tous les noms qu'ils ont prononcés. Ils voient les visages de toutes les personnes qu'ils ont éloignées. Ils sentent le poids de tous les liens qu'ils ont refusé de créer. Cette solitude-là fait mal d'une façon unique, parce qu'elle vient avec la conscience de l'avoir méritée, avec la certitude qu'elle était évitable, avec la connaissance douloureuse qu'elle résulte de leur propre choix. Les évitants savent qu'ils pourraient avoir des amis s'ils acceptaient les invitations. Ils savent qu'ils pourraient avoir de l'amour s'ils baissaient leurs défenses. Ils savent qu'ils pourraient être heureux s'ils prenaient des risques. Mais ils continuent de choisir la sécurité de la solitude. Et chaque jour dans cette solitude choisie est un rappel silencieux de tout ce qu'ils ont rejeté, de tout ce qu'ils auraient pu vivre, de la vie qu'ils se sont refusés par peur. Cette solitude devient leur compagne constante. Elle les suit partout, dans leurs appartements trop silencieux, dans leurs week-ends sans projet, dans leurs vacances qu'ils passent seuls. Elle s'installe à table avec eux, partage leur lit, accompagne leurs promenades. Et le plus ironique, c'est qu'ils finissent par s'habituer à cette solitude. Elle devient familière, prévisible, rassurante même, parce qu'au moins, elle ne peut pas les blesser, elle ne peut pas les abandonner, elle ne peut pas les décevoir. C'est peut-être ça, la vraie tragédie de l'attachement évitant. Avoir tellement peur de la souffrance qu'on crée une souffrance plus grande encore. Préférer la douleur familière de la solitude à l'inconnu terrifiant de l'intimité. Le plus tragique dans tout ça, c'est que les évitants sont conscients de leur schéma, mais ils ne savent pas comment en sortir. Ils voient bien qu'ils repoussent les gens, ils savent qu'ils sabotent leur propre chance de bonheur, ils comprennent qu'ils se font mal en rejetant ce dont ils ont besoin. Ils ne sont pas aveugles à leur propre souffrance. Mais cette conscience ne suffit pas à briser le cycle, parce que leur mécanisme de protection est plus fort que leur volonté de changer. C'est un réflexe ancré profondément, forgé par des années d'expériences douloureuses.
Chaque fois qu'une nouvelle opportunité se présente, chaque fois que quelqu'un essaie de se rapprocher, leur système d'alarme se déclenche automatiquement et ils rejettent encore. Puis ils regrettent. Puis ils se promettent de faire différemment la prochaine fois. Puis ils analysent leur comportement, comprennent leurs erreurs, se jurent de changer. Puis ils rejettent encore. C'est un cycle épuisant qui les use de l'intérieur. Les évitants deviennent prisonniers de leur propre mécanisme de survie. Ce qui devait les protéger devient leur cage. Ce qui devait leur éviter la souffrance devient leur source principale de douleur. Ils développent une forme particulière de lucidité douloureuse. Ils voient leurs erreurs en temps réel. Ils se regardent rejeter quelqu'un en sachant qu'ils le regretteront. Ils se voient construire des murs en ayant conscience que ces murs les emprisonnent. Mais cette lucidité ne les libère pas. Elle ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire de souffrance, celle de savoir qu'on se fait du mal et de ne pas pouvoir s'arrêter. Les évitants finissent par développer une relation compliquée avec eux-mêmes. Ils se détestent pour rejeter, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire. Ils se reprochent leur lâcheté, mais ils sont paralysés par leur peur. Ils voudraient changer, mais ils ne savent pas comment. Cette guerre intérieure est peut-être la plus douloureuse de toutes, parce qu'elle ne se termine jamais. Chaque jour apporte de nouvelles occasions de rejeter ou d'accepter. Et chaque jour, ils doivent affronter cette bataille entre leur désir de connexion et leur besoin de protection. Le plus cruel, c'est qu'ils savent que la solution existe. Elle a un nom, courage. Mais c'est exactement ce qui leur manque le plus. Comment trouver le courage quand on a passé sa vie à l'éviter? Comment prendre des risques quand on s'est construit une identité sur la sécurité? Les évitants sont coincés dans un paradoxe. Ils ont besoin de connexion pour guérir, mais ils ont trop peur de la connexion pour guérir. Ils doivent prendre des risques pour sortir de leur solitude, mais la peur des risques est exactement ce qui les maintient dans cette solitude. Alors, ils continuent de rejeter, de regretter, de souffrir en silence, en espérant qu'un jour, peut-être, ils trouveront la force de dire « oui » au lieu de « non », en rêvant d'un courage qu'ils ne trouvent jamais. Comprendre comment le rejet blesse les évitants ne les excuse pas, mais ça nous rappelle une vérité importante. Derrière chaque comportement destructeur se cache une souffrance. Les évitants ne rejettent pas par méchanceté, ils rejettent par peur, et cette peur leur coûte plus cher qu'à quiconque. Chaque « non » qu'ils prononcent résonne d'abord en eux. Chaque porte qu'ils ferment les enferme un peu plus. Chaque rejet leur revient comme un boomerang dans le cœur. Ils sont à la fois les bourreaux et les victimes de leur propre mécanisme de protection. Si vous êtes évitant, sachez que votre souffrance est réelle et légitime. Que reconnaître votre schéma est déjà un premier pas vers le changement, et que vous méritez l'amour que vous repoussez. Votre peur de la vulnérabilité ne vous définit pas. Votre difficulté à vous ouvrir ne fait pas de vous une mauvaise personne. Votre besoin de protection ne justifie pas votre solitude. Il existe des façons d'apprendre à aimer sans avoir aussi peur, des manières de créer des liens sans perdre votre identité, des chemins vers l'intimité qui respectent votre besoin de sécurité. Si vous aimez quelqu'un d'évitant, souvenez-vous que derrière sa froideur se cache souvent une douleur profonde. Son rejet ne vous vise pas personnellement, sa difficulté à s'ouvrir ne reflète pas votre valeur, sa peur de l'intimité n'est pas un jugement sur votre amour. Parfois, la patience peut faire des miracles. Parfois, l'amour inconditionnel peut guérir des blessures anciennes. Mais parfois aussi, il faut savoir se protéger et ne pas s'épuiser à aimer quelqu'un qui ne peut pas recevoir cet amour. L'empathie ne doit pas devenir de l'auto-sacrifice. Comprendre la souffrance de l'autre ne signifie pas accepter d'être rejeté indéfiniment. Le rejet fait mal aux deux côtés de l'équation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé à comprendre quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous aimez, n'hésitez pas à liker pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Et si vous voulez partager votre expérience avec l'attachement évitant, les commentaires sont là pour ça. Parfois, mettre des mots sur sa souffrance aide à la traverser. Parfois, se sentir compris par d'autres qui vivent la même chose peut briser l'isolement. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la psychologie des relations et activez la cloche pour ne rien rater. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ça, partagez cette vidéo. Comprendre sa douleur, c'est déjà commencer à la guérir. Rappelez-vous, vous méritez d'être aimé même si votre cœur vous dit le contraire. Vous méritez la connexion même si elle vous fait peur. Vous méritez le bonheur même si vous l'avez toujours fui. À bientôt pour une nouvelle vidéo.